le thème du jour, c'est le mythe de l'Europe. Alors d'abord, il faut se poser une question, qu'appelle-t-on Europe? Alors, je vous propose quatre réponses. On ne va pas traiter les quatre aujourd'hui. Quatre réponses. C'est d'abord une fiction. Une fiction, et cette fiction d'ailleurs est un mythe et c'est une femme. Yo, Mais toutes les femmes ne sont pas des fictions. Deuxièmement, c'est une civilisation. C'est aussi une institution. Vous connaissez l'Union européenne. Et enfin, c'est une ambition, le projet que nous voulons construire. Donc, Europe désigne par ce nom quatre choses, disons, différentes. Et aujourd'hui, on s'intéresse à la fiction, c'est-à-dire une femme qui s'appelait Europe. Ça peut être aussi un continent. Et il se trouve d'ailleurs que la femme dont on va parler a donné son nom propre, à ce continent que nous occupons aujourd'hui. Donc, un espace géographique. C'est aussi une civilisation. Et pour définir ce qu'est cette civilisation, j'ai recouru à Paul Valéry, qui dit dans son style ce que tout le monde doit savoir: toute race ou toute terre qui a été successivement romanisée, christianisée et soumise quant à l'esprit à la discipline des Grecs est absolument européenne. Donc là, on a les trois sources de l'Europe. Alors, cette civilisation s'applique bien sûr à un peuple. Alors, un peuple qui a des origines ethniques diverses, mais un peuple aujourd'hui qui est un territoire et une histoire. Il nous faut ces trois composantes et bien sûr, pour couronner le tout, une institution, l'Union européenne que nous connaissons. Alors, je vous rappelle que l'Union européenne n'est pas un État fédéral. Euh, Ça se rapprocherait plutôt d'un État confédéral, mais en fait, c'est quelque chose, un compromis entre les deux. Et on dit, en termes de droit public international, que c'est une organisation sui generis, c'est-à-dire qui est unique en son genre. Puisqu'on trouve traditionnellement au niveau international des juxtapositions d'États, comme l'ONU par exemple et toutes ses filiales, ou bien carrément des États fédéraux, États-Unis ou Suisse. Bien que la Suisse porte mal son nom, on parle de confédération helvétique, mais en fait c'est une véritable fédération. Bon, donc voilà pour les appellations qui portent le nom d'Europe. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser plus particulièrement aux mythes et en quatre grandes parties. La première, ce sera de l'utilité d'un mythe. En quoi un mythe est-il utile au plan national ou au plan international? Quel est ce mythe d'Europe, son contenu, son récit? Ensuite, ses représentations artistiques, parce que finalement, l'Europe a inspiré des artistes depuis plusieurs millénaires. Et puis, quatrième point, ses différentes interprétations dans le passé et, disons, les interprétations contemporaines. Première partie, donc, l'utilité d'un mythe. Dans l'histoire de la pensée, je me suis intéressé autrefois à l'histoire de la pensée économique, politique, après sociologique, religieuse, etc. Eh bien, dans l'histoire de la pensée, on se focalise sur la pensée rationnelle. C'est ce qu'on trouve à peu près partout dans tous les manuels d'histoire. Celle-ci est absolument privilégiée dans l'histoire des idées. Et la pensée imaginaire est par trop délaissée. On ne s'est pas intéressé à l'imaginaire dans toute l'histoire de la pensée. Alors, on va essayer de compenser un peu ce manque aujourd'hui en nous intéressant à l'imaginaire de l'Europe. Alors, quel est l'intérêt ou la nature d'un mythe?
pourquoi un mythe dans l'histoire et dans la politique. Alors, ceux qui se sont penchés sur le mythe ont retenu à peu près trois natures différentes. La première, c'est une histoire sacrée, une histoire ou que l'on rend sacrée. C'est le commencement de quelque chose, alors quoi, hein, de quelque chose dans des temps immémoriaux. Et en fait, tout à l'heure, quelqu'un parlait du sacre qu'on va chercher à Reims, et bien il y en a d'autres qui vont chercher le sacre dans un passé immémorial pour montrer que leur origine remonte très loin dans le temps, ce qui confère une certaine autorité, espère-t-on, sur les autres, sur son entourage. Donc, première nature du mythe, c'est rechercher une sacralité. Toujours dans ce cadre-là, le mythe peut être aussi un moyen d'expliquer une entité, d'expliquer le présent. Et on a ainsi une grille de lecture qui permet la compréhension du monde qui nous entoure et la compréhension d'une entité, l'Europe, qui nous intéresse. C'est la notion donc d'explication qu'on va chercher dans un mythe. Deuxième grande idée, là on s'éloigne du sacré, et c'est plutôt une conception marseillaise. Vous savez, la conception marseillaise, la sardine qui bloque le port. C'est-à-dire, c'est une mystification. C'est quelque chose, une illusion, un fantasme. Et on transforme une réalité qui a peut-être existé en légende naturellement qui répond à toutes nos attentes, qui fait rêver, comme on souhaite que la réalité soit conforme au rêve quand celui-ci n'est pas un cauchemar. Donc voilà une deuxième définition du mythe, et j'en arrive à la troisième, qui est aussi intéressante. Un mythe, c'est une incitation à l'action. Incitation à l'action. Appel au mouvement, c'est un stimulateur d'énergie et un stimulateur d'une exceptionnelle puissance, puisqu'on fait appel cette fois-ci non pas au cerveau gauche, dont je parlais tout à l'heure dans l'histoire de la pensée, mais au cerveau droit. Et les hommes qui se pensent essentiellement rationnels, eh bien, sont plus féminins qu'ils ne pensent, ils sont en fait passionnels. Donc, cette troisième nature du mythe permet la mobilisation des énergies. Ça rend dynamique et ça peut même rendre prophétique. Alors maintenant qu'on a défini un peu les natures du mythe, faisons une comparaison avec la nation. Alors, bien sûr, nous savons que l'Union européenne n'est pas une nation, n'est pas un État, on a commencé par dire ça, mais il est quand même intéressant de procéder par comparaison, puisqu'il y a quand même un certain nombre de points communs. Hein. Il y a un peuple, il y a un territoire, il y a des institutions. Alors, qu'est-ce qu'il y a de commun, en fait, entre le mythe dont on commence à parler et une nation? Eh bien, une nation, c'est d'abord une histoire plus un projet. J'emprunte ces définitions notamment à la conférence d'Ernest Renan en 1882, Qu'est-ce qu'une nation, qui reste un texte de référence chaque fois qu'on aborde la notion de nation. Donc, histoire plus un projet. Ça peut être aussi une civilisation plus une institution. Vous savez que Jean Monnet disait rien ne se fait sans les hommes, mais rien ne dure sans les institutions. Et on le voit bien, il y a des États qui fonctionnent bien parce qu'il y a des institutions qui sont admises et qui fonctionnent, et il y a beaucoup d'États qui n'ont d'État que le nom, puisqu'ils n'ont pas les institutions avec la stabilité et la puissance qui va avec, notamment en Afrique, mais pas seulement. Hein. Et si on parle d'une civilisation plus une institution, la civilisation, par définition, inclut la culture. Mais la culture est souvent le parent pauvre de la civilisation. Et c'est le cas de l'Europe. On a trop peu parlé de la notion de culture. Alors une histoire, c'est souvent d'abord un roman,
puis ensuite ça peut devenir une vérité. Alors c'est un roman, il est évident, et j'en ai parlé la dernière fois, que toutes les nations, tous les pays cherchent à voir un roman, parfois qui reconstruit de fraîche date. Si on prend la Russie, vous voyez bien que Poutine a réconcilié l'empire tsariste, qui était voué aux gémonies par les soviétiques. Hein. Il suffit de se référer au sort de Nicolas II. Hein. Bon, il a intégré l'empire tsariste, il a réhabilité Staline, 60 millions de morts, qu'à cela ne tienne, il a réhabilité, c'est une des bases de la Russie d'aujourd'hui. Et puis, l'Église orthodoxe, qui avait été malmenée pendant le pouvoir soviétique pendant plusieurs décennies, est aujourd'hui à la base de l'autorité de Poutine. Et Kirill, un de ses complices, de Saint-Pétersbourg, ils ont à peu près le même âge, la même origine géographique et une complicité certaine, eh bien, Kirill soutient Poutine dans son action en Ukraine, et pas seulement en Ukraine. Donc, vous voyez que la Russie a reconstitué ou constitué un mythe qui n'a rien à voir avec l'histoire de la Russie ou de l'URSS que nous connaissons bien. Mais ce n'est pas les seuls. Erdogan, bientôt réélu, refait la même chose. Il est en train de ressusciter l'Empire ottoman tel que les Turcs aujourd'hui le rêvent. Non pas tel que leurs parents l'ont vécu, mais tel qu'ils le rêvent aujourd'hui. Vous voyez bien qu'il y a un aspect mythique. En ce qui concerne la France, c'est pareil. J'avais cité notamment les origines de la France, Clovis du temps de la monarchie, parce que c'était le premier roi qui s'était converti au christianisme, et les républicains nous ont réinventé Vercingétorix, en anticipant Astérix. Bon, donc, la recherche d'un roman national est assez générale, y compris chez nous. C'est ce qu'on enseigne à nos enfants. Alors, certains peuvent le critiquer en disant l'histoire, elle est plus compliquée, plus contradictoire que le roman qu'on leur enseigne. C'est vrai, c'est vrai. Mais au moins, ils connaissent le récit de l'histoire de leur pays, ou ils devraient connaître. De Parce que, moins en moins, de moins en moins, Jacques. Hein. non, mais je sais, ça a commencé avec mes enfants, J'aurais employé l'imparfait, qu'on leur enseignait. on leur enseignait, et demain, je vais fêter, après-demain, les 50 ans du fiston, hein, j'ai un fils et une fille, mais j'ai eu énormément de mal à remettre un ordre chronologique dans ce qu'il avait appris pendant ses études. C'est affreux. On approche l'histoire d'une façon thématique et qui n'est plus chronologique. Alors, il faut voir ce qui reste dans les têtes. Hein. Donc, le roman historique a un avantage parce qu'un récit est nécessairement chronologique. Et au moins, ils apprennent ça, l'enchaînement des événements, des personnages, des héros, etc. Deuxième chose, c'est un récit qui est fait pour être acheté ou qui est fait pour être vendu. Et il est fait en fait pour que les gens adhèrent à leur pays, à leur nation, pour qu'il y ait quelque chose en commun, un rêve commun en quelque sorte. Donc, l'enseignement de l'histoire nationale a aussi un objectif, c'est de constituer ou de créer un sentiment national, une solidarité, une unité dont la France a bien besoin. C'est ce que dénonçait le président de la République en disant que nous étions dans une société en voie de décivilisation. On ne sait plus vivre ensemble. Donc, cette façon de faire, même si elle est caricaturale, a quand même des avantages. Mais bien sûr, lorsque les enfants deviennent des adultes, à ce moment-là, il est temps de enseigner l'histoire telle qu'elle est véritablement, avec ses côtés noirs. Hein. En Russie, par exemple, le pacte Molotov-Ribbentrop
n'existe plus dans le roman russe d'aujourd'hui. Et bien sûr qu'il a existé. Bon, et nous-mêmes, on a tendance à dire que le général de Gaulle est un grand homme, etc., qu'il a mis fin à la guerre d'Algérie, et on oublie officiellement qu'il a oublié lui-même des harkis en Algérie, qui ont été massacrés après. Bon, quels que soient les choix que l'on fait et les partis que l'on suit, il faut apprendre à un certain moment la vérité historique. Mais dans un deuxième temps, c'est-à-dire quand l'esprit est bien structuré d'une façon chronologique et que les individus sont capables de comprendre sans être manipulés par les informations qu'on leur donne. Bon, ça c'est pour expliquer le rôle positif que peut avoir un roman national s'il est suivi dans un deuxième temps d'une vérité avec les côtés déplaisants et contradictoires qu'elle peut comporter. Et on peut tout à fait accepter que ce roman soit précédé d'un mythe fondateur. Condition de savoir quand on parle d'histoire objective, disons d'une science, autant qu'on puisse dire historique, et à quel moment on parle d'un mythe fondateur. Alors, un mythe fondateur, ce sont des croyances communes qui unissent les hommes dans la durée. Et aujourd'hui, on le voit bien toujours dans les pays comme la Russie, la Chine, la Turquie, où on recourt au nationalisme, même exacerbé, où on parle beaucoup de religion, l'orthodoxie d'un côté, l'islam de l'autre. Ou même en Chine, on a ressuscité Confucius, hein, qui n'existait plus un certain temps que dans les romans d'OSS 117. Maintenant, même les Chinois parlent de Confucius. Ils l'ont ressorti des abîmes où il avait disparu, notamment depuis 1949. Donc, les croyances sont absolument nécessaires à la vie collective. Ce qui est important aussi quand on se réfère aux mythologies, alors là, cette fois-ci, je parle plutôt des mythologies de l'Antiquité, c'est qu'elles sont apparues généralement spontanément au sein des peuples et elles ont été transmises oralement. Et ce n'est que dans un deuxième temps que des poètes les ont mis par écrit. La mythologie, on trouve ça chez Hésiode, hein, la théogonie d'Hésiode, l'histoire justement de ces dieux. Bah, tout simplement, il écoutait ce qui se racontait et il l'a écrit. Homère, alors avec un point d'interrogation, a-t-il existé Homère? Mais on trouve trace notamment d'Europe dans l'Iliade. Et Homère a fait partie de ces poètes qui ont créé en quelque sorte, en tout cas consigné par écrit, l'histoire des mythes grecs. Et ce n'est que dans un deuxième temps que les mythes ont été évoqués par notamment Hérodote, par des historiens. Alors cette fois-ci, on passe de la poésie à l'histoire, le début de l'histoire. Alors Hérodote, Hippocrate, par exemple. Et, et les mythes qui proviennent du peuple, eh bien, répondent à des questions que le peuple se pose et des réponses qu'il souhaite trouver. Et quand on regarde l'histoire, on s'aperçoit que les mythes sont devenus dans un deuxième temps des religions. Ils ont inspiré des religions. Ou alors, disons qu'une religion, c'est un mythe qui a réussi et qui perdure. Et si jamais c'est une hérésie, parfois ça s'arrête dans la brutalité. Et ensuite, on est passé des religions à la philosophie. Il y a une continuité entre tout ça, et enfin, disons, de la philosophie à la politique. D'une façon générale, on pourrait dire, comme c'est dans le Nouveau Testament, je crois que Dieu a créé l'homme à son image, et comme dit Voltaire, celui-ci le lui a bien rendu. Autrement dit, les dieux sont la création des hommes. Hein. Mais j'aime bien la formule de Voltaire. Alors, puisqu'il existe un mythe à l'origine de l'Europe, eh bien celle-ci ne doit pas se priver de cet instrument de construction d'elle-même. Poutine doit en construire un pour sa Russie, mais nous, on en a déjà un qui nous est offert.
Donc il faut l'utiliser. Alors comment utiliser un mythe? Ce qui est intéressant, c'est de lire Platon, la République. Vous savez, Platon, à un certain moment, utilise l'image de la caverne, en disant les hommes sont dans une caverne, il y a des ombres qui se déplacent, et ils prennent ça pour des réalités. En fait, les ombres ne sont que les ombres portées par les hommes qui sont à l'extérieur, parce que la vérité est à l'extérieur de la caverne, et c'est le soleil qui projette l'ombre. Mais les gens qui sont dans la caverne ne le savent pas. Alors, sauf ceux qui réussissent à sortir de la caverne. Qui sont-ils? Essentiellement les philosophes. Les philosophes connaissent et l'ombre et la réalité. Conclusion, dans une société qui nécessairement est structurée, eh bien, il faut confier le pouvoir aux philosophes. Et au-dessous des philosophes, vous avez bien sûr les guerriers pour défendre l'entité collective, et au-dessous des guerriers, ben, ceux qui travaillent, les marchands ou bien tout simplement les producteurs. Et, dit Platon, les philosophes ne perdent pas de temps à expliquer la vérité au peuple, parce que ceux-ci sont incapables de le comprendre, de la comprendre, cette vérité. Donc, il faut que les philosophes manipulent les peuples. Et comment? Eh bien, grâce aux mythes. Avec les mythes que vous agitez devant eux, vous les faites évoluer dans la direction que vous souhaitez. Donc, un philosophe, aujourd'hui, pourrait être tout simplement un politique qui sait manipuler ses électeurs. Et même les autres aussi, il vaut mieux. Donc, voilà, dans la philosophie grecque, un petit peu l'usage des mythes. Et ceci nous permet de nous rappeler que finalement, la construction de l'Europe, mais cette fois-ci, l'Europe institution, eh bien, c'est une création des élites. Soyons clairs, les pères de l'Europe, c'est quelques bons hommes. Euh, euh, comme disait le président de la République française, c'est trois tonsures sous une même calotte. Vous voyez, c'était objectif. Hein. Bon, les tonsures, c'était Robert Schuman, Adenauer et Alcide de Gasperi. C'était pas Jean Monnet qui n'était pas croyant. Bien que sa sœur ait été justement une religieuse. Bon, je rappelle au passage que c'était l'une des deux femmes qui était admise comme observatrice de Vatican II, ce qui fait que certains parlaient de la monnaie du pape. C'est la sœur de Jean Monnet. Et non pas une fleur comme on aurait pu le penser. Donc, l'Europe a été créée par des élites. Heureusement qu'il n'y a pas eu de recours au référendum en 1950, parce qu'il n'est pas sûr que 5 ans après la guerre, une majorité de Français ait voté pour la réconciliation avec l'Allemagne, qui était la construction de l'Europe. Donc, l'Europe s'est faite pendant plusieurs décennies dans ce qu'on a appelé un consensus permissif. C'est-à-dire, les peuples ont laissé faire, s'ils ne sont pas opposés, mais ils n'étaient pas à l'origine, ils n'étaient pas très partants pour cette construction. Et donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, il serait éminemment souhaitable que les Européens eh bien, deviennent adhérents et supporters de l'Union européenne. Alors, ce que je viens d'évoquer permet de voir d'où cela vient et l'usage qu'on peut faire du mythe. Alors, la mythologie grecque présente en fait 4 Europes différentes. Il y a 4 femmes avec des arbres généalogiques différents, et j'ai choisi la quatrième, inspirée par Zeus, qui a fait le même choix. Quatrième correspondait mieux à ses critères esthétiques. Alors, nous sommes en présence avec cette quatrième de la plus ancienne racine de l'Europe, hein, qui résulte des capitales d'Athènes, Rome et Jérusalem. Alors, ce qui est important quand on cite ces 3 origines, d'abord, c'est la chronologie. Là aussi, il faut retrouver une chronologie. La chronologie la plus ancienne, c'est quand même la Grèce. La Grèce a développé une culture de haut niveau dès le 5e siècle avant Jésus-Christ.
en ce temps-là, les Romains étaient encore des paysans et des guerriers, et pas autre chose. Et donc, c'est Rome qui a conquis en quelque sorte Athènes sur le plan militaire, et comme l'a dit Horace, la Grèce conquise conquis son farouche vainqueur. Autrement dit, c'est les Romains qui ont conquis la Grèce, mais c'est la Grèce qui a exporté à destination de Rome sa civilisation qui était très en avance. Sur le plan chronologique, alors là, on est au IIe siècle à peu près avant Jésus-Christ. La conquête de la Grèce, c'est ça. Et l'arrivée du christianisme, c'est seulement au IVe siècle. IVe siècle après Jésus-Christ, c'est donc deux empereurs, Constantin dans un premier temps qui a toléré le christianisme à l'intérieur de l'Empire romain, et Théodose qui en a fait la religion de l'État 70 ans après. Donc le christianisme arrive en troisième position chronologique. Si je prends une citation de Paul Valéry, je l'ai déjà cité tout à l'heure, mais c'en est une autre. Toute race ou toute terre qui était successivement romanisée, christianisée, soumise quant à l'esprit et à la discipline des Grecs est absolument européenne. Bon, c'est une citation, mais et Paul Valéry nous dit ça d'une façon bien tournée. Deuxième chose aussi, le rôle de l'Empire romain dans cette mayonnaise. Je reprends une citation de Valéry qui nous dit il faut encore admirer, vous voyez, ce qu'il en pense, à cette occasion, le rôle de l'Empire romain. Il a conquis pour être conquis. Ça fait référence à la Grèce. Pénétré par la Grèce, pénétré par le christianisme, il refait un champ immense, pacifié et organisé. C'est ce que Rome a pu apporter, une organisation quand même de l'Empire romain et une armée pour assurer la stabilité. Il a préparé l'emplacement et modelé le moule dans lequel l'idée chrétienne et la pensée grecque devaient se couler et se combiner si curieusement entre elles. Ce que nous devons à la Grèce, c'est peut-être ce qui nous a distingués le plus profondément du reste de l'humanité. Donc là, deux idées, la chronologie des sources et en fait, l'Empire romain a été le moule qui a permis les combinaisons entre ces différentes sources. Alors, bien sûr, on trouve trace de tout ça dans la théogonie d'Hésiode, Homère, Hérodote, et ensuite Horace, donc un poète latin, vous voyez la continuité. Maintenant, nous arrivons, alors, question, je m'arrête, réaction, question, jusqu'à... On vous suit aveuglément, Jacques, c'est très instructif. Bon, ça devrait rappeler des souvenirs, quoi. Oui, tout Mais à fait. lointain, c'est ça. Et puis peut-être des visions un peu différentes quand même. Euh, au passage, ça permet de Non, réhabiliter Paul Valéry. Hein. Oui. par contre, Jacques, ce que je retiens de votre message, c'est que l'homme a besoin de mythes pour se construire et pour se construire un roman national. D'accord? Et en, s'il n'y a pas d'élite, il n'y a rien qui se construit. Et on peut en tirer une conclusion assez rapide qui pourrait être de dire il ne faut surtout pas, je mets des guillemets, instruire le peuple ou demander trop l'avis du peuple, parce que il ira à l'encontre de ce mythe. Et il faut lui asséner des vérités. Et ça va à l'encontre de la civilisation moderne ou de celle que l'on souhaiterait vivre, où on voudrait que tout le monde s'implique et que les gens soient responsables et
j'allais dire raisonnable. Excusez-moi, c'est un terme qui n'existe plus, ça c'est, hein. Mais et on s'aperçoit que des gens comme LFI ou, sans vouloir citer ou mettre la polémique, ou l'ex-Front National, euh, ont tout à fait compris ce type de raisonnement et euh, imposent, imposent des idées ou ne cherchent surtout pas à, à, à faire, j'allais dire, à faire émerger la raison. On est dans l'opposition, j'allais dire primaire. Oui. Alors, il y a beaucoup de choses. Euh, la première idée que vous avez évoquée, c'est euh, l'apparition des mythes. Ils sont apparus spontanément avant d'être consignés par des poètes et exploités par des politiques. C'est successif là aussi. Ils sont apparus spontanément, ce qui fait que vous pouvez très bien avoir une mythologie qui vient du peuple avec de grandes variétés et des contradictions et qui n'emmène pas une population dans une direction, parce qu'il y a plusieurs directions qui peuvent être déduites de ces origines. Il peut y avoir des mythes anarchiques. Au départ, d'ailleurs, c'était comme ça. Mmh. L'ordre n'est arrivé que dans un deuxième temps. Il est secondaire par rapport aux initiatives, aux croyances spontanées, non coordonnées et non soumises à une orientation. Chronologiquement, c'est quand même ça. La mythologie n'est pas synonyme d'ordre immédiat. Et disons que l'apparition de l'ordre, là aussi on retrouve une approche rationnelle, c'est le contrat social de Locke ou de Rousseau, c'est la même chose, c'est-à-dire pour trouver de la sécurité, quand on est seul, on est tranquille, mais enfin, si on est menacé, on reste seul. Donc, si on veut pouvoir se protéger, ben, il faut se protéger collectivement, c'est le contrat social. Et là, on a déjà une démarche d'intérêt, une démarche rationnelle. Et, et ça fonctionne mieux s'il y a un mythe commun. À la limite, c'est ce que le christianisme a apporté tout au long du Moyen Âge. C'est une paix, Tout à fait. Mmh. la trêve de Dieu et la paix de Dieu. La trêve, certains jours, on se battait pas, et la paix, eh bien, il fallait pas assassiner ni les femmes ni les curés. Enfin, traduit, mais c'était ça quand même dans le droit de l'époque. Bon, le droit canon, hein. Donc on voit que le mythe apportait quand même quelque chose dans un deuxième temps. En ce qui concerne l'autre réflexion qui est derrière, il est évident que les politiques, les élites ont tendance à se méfier du populisme. Enfin, le peuple qu'on appelle parfois, enfin, les idées du peuple, hein. C'est évident. Euh, et je dirais même, vous l'avez dit à un certain moment, et c'était vrai pendant très longtemps, euh, c'est dangereux d'éduquer le peuple. Mmh. D'ailleurs, au début du Moyen Âge, qui est-ce qu'on trouvait dans les rares écoles qui existaient près des évêques? Eh bien, c'était la formation des clercs. Euh, c'est eux qui étaient quasiment les seuls bénéficiaires de la formation. Euh, la réflexion religieuse et les grands textes étaient réfugiés dans les monastères. Mmh. Le monachisme, c'est le refuge de la culture du début du Moyen Âge. Ça s'est réfugié là et chez les Arabes. Hein. Et après, on les a retrouvés, mais il a fallu aller voir dans les bibliothèques. Et ensuite, la, qui faut-il former? Ça s'est étendu progressivement, mais le pouvoir civil n'était pas un chaud partisan de l'éducation, parce que il pensait que si on pratiquait l'éducation, on risquait de former des révolutionnaires. Et certains l'ont écrit d'une façon cynique et très claire pendant des siècles. Euh,
Et finalement, vous avez eu deux révolutions au cours du Moyen Âge, j'anticipe sur ce que va traiter à un autre moment. Et la première, c'était aux alentours du XIIe siècle, une certaine révolution du livre. Sauf que c'était pas du livre papier, c'était du livre encore parchemin, mais relié, etc., avec tous les travaux de copie, puisqu'il n'y avait pas d'imprimerie. Bon, ça, c'est la première révolution des livres. Et la deuxième, c'est la vraie, avec Gutenberg, le papier et l'imprimerie. Et à ce moment-là, on a diffusé d'un seul coup la science, les techniques, la philosophie à beaucoup plus de monde. Et on a permis une éducation avec beaucoup plus de documents que par le passé. Et on voit bien qu'il y a eu des réticences parce que les conseillers des politiques à l'époque ont bien vu le risque. Un peuple éduqué, c'est un peuple qui est dangereux pour ses élites. Hein, parce qu'il peut être critique, et puis s'il réussit à se rassembler après, deuxième observation, la loi de Chapelier lors de la Révolution française, 91, la loi de Chapelier, c'est la suppression des corps intermédiaires, qui était l'État-providence du temps de la monarchie. On a supprimé tout ça jusqu'à 84, quoi, les syndicats, ou 1901, les associations. Mais pendant plus d'un siècle, les républicains, enfin les empires d'abord, les républicains ensuite, ont souhaité, face à l'État, que des citoyens individuels, qui n'aient pas les moyens de se regrouper. Bon, je vais m'arrêter, mais donc ce que vous avez dit, effectivement, les politiques l'ont pensé et se sont résignés, je dirais, à la formation quand c'est devenu inéluctable. Pas en France, mais dans toute l'Europe. Hein, ça a avancé à peu près au même moment, en s'appuyant sur une langue intellectuelle commune, le latin. Donc, effectivement, il y a eu ces réticences. Si on va jusqu'à aujourd'hui, on aurait tendance à dire que le référendum d'initiative partagée ne fait pas l'unanimité. Et personnellement, j'y suis opposé. Pourquoi? Parce que les Français ne sont pas les Suisses. Les référendums pratiqués en Suisse sont focalisés sur la question posée et, disons, les réponses sont convenablement éclairées par les débats préalables. En France, on a encore au référendum, disons, gaulliste, on ne répond pas à la question posée, mais on répond à la question de confiance. Hein, c'est une sorte de 49-3, est-ce qu'on maintient le président à l'Élysée ou pas? Voilà. Donc c'est complètement biaisé. Et il est difficile, il est dangereux de généraliser un référendum ainsi dénaturé, non pas dans des textes, mais dans le vécu. Hein, dans le vécu. Bon, dernier point, pour rebondir sur ce que vous avez dit, finalement, les mythes sont toujours vivants. Si vous écoutez Mélenchon, si vous écoutez, franchement, est-ce qu'ils sont caractérisés, leur programme, par la pertinence des propositions qui sont faites par rapport aux réalités telles qu'on peut les analyser? Vous voyez bien que on est en plein dans un mythe. Il n'y a pas que, mais quand même. Bon, donc on va attaquer le récit maintenant. Et là, c'est Guy qui va nous présenter un arbre généalogique. Voilà. Alors, bien sûr, il faut recourir aux... Quels sont les parents d'Europe? Eh bien, c'est Europe, c'est la fille du roi de Tyr, Agénor. Vous voyez, les tout milieu, en rouge, Agénor, c'est la fille d'Agénor et de sa femme Téléphassa. Donc, nous sommes en Phénicie, à Tyr, c'est le Liban d'aujourd'hui. Donc voilà
l'origine. Alors, Europe était une belle jeune fille qui avait tendance à profiter de la plage méditerranéenne avec ses copines. Et Zeus, donc, qui siège à Olympe, sur le mont Olympe, était tombé amoureux de cette jeune fille d'Europe et il a voulu la séduire. Et Zeus, depuis qu'il avait avalé sa première femme, qui s'appelait Métis, était devenu très rusé, parce que Métis, c'est la ruse dans la mythologie. Alors, il était un peu auparavant, puisqu'il avait défié sa première femme, qui avait des capacités de transformation. Il a dit, tu n'es pas capable de te transformer en goutte d'eau. Alors, elle s'est transformée, il l'a vu, le problème était réglé. Vous voyez, c'est plus rapide qu'un divorce à l'italienne. Donc, voilà, Zeus veut séduire Europe. Et pour ça, il s'est transformé en taureau blanc. Un taureau blanc séduisant, sympathique, caressant. Et finalement, il a apprivoisé Europe, qui est montée sur son dos. Et à ce moment-là, le taureau est parti vers la mer, a traversé la mer et a été jusque dans l'île de Crète. Et là, dans l'île de Crète, disons qu'il a violé, ou si Europe était d'accord, disons qu'il a eu une aventure avec Europe, et de cette aventure sont nés trois enfants. Trois enfants que je ne vois pas si il y a Minos, mais on le verra, on le verra tout à l'heure. Minos, Rhadamante et Sarpédon. Voilà les trois enfants qui sont nés de Europe et de Zeus. Mais lorsque Europe a ainsi disparu, son père, Agénor, a demandé à ses frères, alors il y avait 5 enfants, donc 4 frères, de partir à la recherche d'Europe et de ne pas comparaître devant lui s'ils ne revenaient pas avec leur sœur. Et en fait, Agénor n'a jamais revu ses enfants puisqu'ils n'ont pas retrouvé Europe. Alors, ces enfants, c'est Cadmos, c'est Tassos, Phinée et Cilix. Vous voyez, on les voit autour, ce sont les 4 frères. Alors, première conclusion. Les frères d'Europe sont partis à sa recherche. Et ce faisant, ils ont exploré tout ce qui est devenu aujourd'hui à peu près l'Europe, enfin disons l'Europe de l'Est de la Méditerranée. Et il y en a même un qui a été exploré la rive sud de l'Afrique. La rive sud de l'Afrique. Donc, on voit bien à peu près quelles étaient les terres connues des Phéniciens à ce moment-là. La rive sud, bien sûr le Péloponnèse, la Thrace, etc. Et aussi la Turquie, enfin la côte ouest de la Turquie, hein, puisque ça faisait partie du monde grec. Donc les frères ont été découvrir l'Europe, et non seulement ils ont découvert, mais ils ont soit créé des villes. Cadmos a créé Thèbes. Alors, il faut savoir que Cadmos, à un certain moment, ne savait plus quoi faire ou chercher Europe. Il a consulté une Pythie qui lui a dit, en sortant, tu achètes une vache et tu la suis. Et là où elle va tomber d'épuisement, tu crées une ville. Ce fut Thèbes. Vous voyez l'origine de la ville de Thèbes. D'autres frères ont été sur la côte d'Asie mineure et ont créé Milet. Milet, qui était une ville qui abritait des savants mathématiciens par la suite. Donc, les frères d'Europe sont à l'origine de l'exploration, de la création, de la fondation de cités et d'une colonisation de toute cette région du monde grec, depuis la Crète, Péloponnèse, etc., jusqu'à l'Asie mineure. Ça, c'est une des premières conséquences du mythe.
Deuxième, sinon conséquence, du moins interprétation, on s'aperçoit que Europe était fille d'un roi. Elle a, après son aventure avec Zeus, elle était mariée par Zeus à Astérios, qui était le roi de Crète. Donc, nous sommes entre nobles et dieux, noblesse et divinité. Quand je vous disais tout à l'heure que l'Europe a pour origine des élites, vous voyez, dès le mythe, c'est le cas. Hein, origine éthique, Dieu, au pluriel même, et les rois. Nous sommes bien dans cette caste-là. Et on va voir que si on voit les enfants d'Europe, on va continuer dans la même lignée. Alors, le premier né, c'était Minos. Minos a été désigné. Alors, Minos, c'est celui qui est juste en bas. Vous voyez, un homme sûr de lui et dominateur. Bon, il a les deux caractéristiques que je viens de dire. Alors, il a dû lutter contre son frère Adamante pour devenir le roi de Crète, et il a demandé l'aide de tonton Poséidon, parce que Poséidon était son oncle, c'était le frère de Zeus, hein, et cet oncle lui a envoyé un taureau blanc magnifique pour montrer son soutien à son neveu et dire quel choix il faisait pour la succession d'Astérios, en demandant toutefois au neveu de lui sacrifier le taureau à titre de reconnaissance. Ce que Minos a oublié de faire. Il a kidnappé le taureau, il l'a mis dans son cheptel et il a sacrifié une autre bête à la place. Bon, Poséidon, qui sait tout, comme les dieux, naturellement, n'a pas apprécié ce genre de fantaisie et il a jeté un sort à Minos. Et ce sort a consisté à rendre sa femme, Pasiphaë, amoureuse du taureau. Et Pasiphaë a eu un enfant avec le taureau. Cet enfant s'appelle le Minotaure. Vous connaissez l'histoire, le Minotaure, on était en Crète, il a fallu, pour l'abriter et le soustraire au regard malveillant, construire un labyrinthe qui était demandé à Dédale, et le Minotaure a été enfermé dans le labyrinthe. Alors voilà pour cette histoire. Et puis Poséidon a rendu le taureau blanc fou de rage. Et celui-ci a fait des destructions de bâtiments et de personnes dans le royaume. Voilà un peu ce qui s'est passé jusque-là. Alors il faut savoir que finalement le Minotaure avait une sœur, disons une demi-sœur, puisqu'ils avaient la même mère, qui s'appelait Ariane. Il s'appelait Ariane. Alors, avant de parler d'Ariane, je voudrais parler de Rhadamante, le frère cadet qui, à un certain moment, avait tenté de résister, enfin de conquérir le trône à la place de Minos. Et Rhadamante, finalement, a épousé une femme qui s'appelait Alcmène. Alcmène était la femme d'Amphitryon. Alors, si vous avez lu Amphitryon 38, par exemple, de Gérodou, vous savez que Zeus, toujours le même, toujours coureur, s'était transformé en Amphitryon pour passer une nuit avec Alcmène. Et il avait réussi à la tromper. Alors, le lendemain, je voulais savoir quel souvenir Alcmène avait gardé de sa prestation. Il s'attendait à avoir des compliments, et celle-ci lui a répondu bah, c'était tout à fait conjugal. Bon. Donc Zeus est tombé de son trône, était assez déçu de les faits qu'il avait en quelque sorte laissés dans le souvenir. Bon. Mais Alcmène, ensuite, a donc épousé Rhadamante. À l'issue de ce mariage,
c'est Héraclès. Je parle du nom grec, Hercule, bien sûr. Héraclès, et dans les 12 travaux d'Héraclès, il y en a eu un qui consistait à tuer le taureau blanc qui avait été rendu fou par Poséidon. Donc, vous voyez, on reste en famille, finalement, dans cette mythologie grecque. Au passage, Rhadamante est resté dans les mémoires pour sa vertu, sa justice, et c'était un grand administrateur, un grand civilisateur. Donc, voilà des caractéristiques, mais Rhadamante était, si on regarde la sociologie de l'époque, un producteur. Minos, roi, Rhadamante, producteur. Et le troisième, c'est Sarpédon, c'est le guerrier. Sarpédon, en tant que guerrier, a participé au siège de Troie, mais du côté des Troyens, et donc il a été tué par les Grecs. Donc voilà, rapidement survoler les enfants d'Europe. Alors, on peut revenir sur les images de Guy des enfants d'Europe. On a vu tout à l'heure Minos, donc, qui est ici. À droite, à sa droite, à notre droite, vous avez Rhadamante. Et à l'extrême droite, sur un vase, vous avez Sarpédon. La mort de Sarpédon, alors il faut savoir que Zeus avait voulu le protéger, mais sa femme l'en a empêché. Donc Sarpédon a été tué, et sur le vase, on voit que Zeus a envoyé les responsables de l'enfer et des morts pour aller rechercher le corps de façon à ce qu'il soit soustrait aux Grecs. Donc voilà pour Sarpédon. Il nous reste à voir deux choses. La première, c'est que sont devenus ces trois frères après leur sort terrestre. Eh bien, vous le voyez en haut à droite, c'est-à-dire que c'est pas le cas, mais sur cette image, mais Minos, Rhadamante et Sarpédon sont devenus juges aux enfers. Alors, ça, c'est la mythologie grecque, hein, vous voyez, le jugement dernier, ça se passe dans les enfers. Le christianisme fait en sorte que ça se passe en général sur le tympan des cathédrales, et c'est plutôt devant le paradis que devant les enfers. Enfin, on n'avait pas le même sens de la vie à l'époque. Je reviens au Minotaure. Vous connaissez l'histoire. Le Minotaure mangeait de la chair fraîche régulièrement, et une fois, dans la chair qu'on lui a apportée, il y avait Thésée. Thésée qui s'était juré de mettre fin à cet affreux Minotaure qui avait trop d'appétit. Et vous voyez à l'extrême gauche, eh bien, la lutte de Thésée contre le Minotaure. Celui-ci a perdu et il a été tué par Thésée. Le problème pour Thésée, c'était de sortir du labyrinthe. Et heureusement, il a eu la géniale idée de séduire Ariane, laquelle Ariane, avec un fil génial de simplicité, lui a permis, à l'issue de ce combat, de sortir du labyrinthe, de sortir du dédale, tout simplement en remontant le fil. Et là, Thésée s'est comporté comme un homme. Il a abandonné Ariane sur une île déserte. Donc vous voyez que finalement, Ariane représente beaucoup de choses, l'amour, l'improvisation assez géniale, et puis elle a été victime aussi de l'ingratitude humaine, et je dirais de l'ingratitude masculine. Alors, heureusement, l'histoire ne s'arrête pas là, parce que Ariane, qui était un peu isolée, désespérée, comme le voit Ariane abandonnée, hein, sur la gauche, hein, eh bien, elle a été découverte par un dieu, encore un, qu'on appelait Dionysos. Alors, Dionysos, c'est pas tellement connu dans son nom latin. Il est plus connu sous son nom latin. Il s'appelait Bacchus. Et en Bacchus, tout de suite, vous voyez le programme, les bonnes bouteilles et la bonne chair, quelle que soit l'orthographe d'ailleurs. Bon,
Donc finalement, pour Ariane, ça s'est pas trop mal terminé. Donc voilà, si vous voulez résumer un peu le récit du mythe, encore une chose, ça s'est pas mal terminé pour Ariane. Dédale, lui, s'est retrouvé emprisonné dans son labyrinthe par le roi de Crète et il a cherché à s'évader et il a inventé des ailes. Avec des plumes et de la cire, il a réussi à transformer ses bras en ailes et il a fait la même chose avec le fiston, Icare. Il lui a donné quelques conseils de prudence que naturellement, comme tous les adolescents, Icare n'a pas respecté. Ils se sont envolés, Icare s'est trop rapproché du soleil, la cire a fondu. Et vous voyez, la chute d'Icare, c'est pour lui un changement brutal d'environnement, comme pour vous d'ailleurs à l'instant. Alors la chute d'Icare peut être interprétée comme correspondant aux fédéralistes. Vous savez, les fédéralistes, c'est plutôt des jeunes animés par l'enthousiasme, qui font preuve de témérité, mais en même temps qui manquent un petit peu de pertinence et de réalisme. D'où le résultat que nous constatons ensemble. Voyons maintenant les lectures que l'on peut faire de ce mythe, les interprétations que l'on peut faire des événements qu'on vient d'énoncer et de rappeler. Tout d'abord, une lecture primaire. Lecture primaire, la plus importante, c'est que ce mythe, Europe, a donné son nom à notre continent. C'est ça le point essentiel. Et à cette occasion, on voit d'où vient Europe. Europe vient de l'Est, vient de l'Asie. Et en quelque sorte, elle procède de l'Asie et de sa civilisation. Et on voit que la civilisation se déplace de l'Est vers l'Ouest. D'ailleurs, Europe a une autre origine, c'est Éreb. Éreb, c'est le couchant. Autrement dit, pour les Phéniciens, le couchant, c'est la terre promise. Donc on voit bien que l'enlèvement d'Europe correspond à une réalisation de cette promesse. On pourrait dire aussi que l'Occident, c'est là où le soleil se couche. C'est la fin de la journée, c'est la journée accomplie, riche de vécu, riche d'expérience et en principe de sagesse. D'ailleurs, cette orientation a orienté, si j'ose dire, les temples grecs qui sont orientés à l'opposé de nos églises. Enfin, l'Europe, c'est aussi la distinction des continents à l'époque. Vous connaissez 3 continents, l'Asie, d'où vient Europe, la Libye, c'est-à-dire l'Afrique, et puis bien sûr, Europe, ce continent qu'on vient de baptiser ensemble. Deuxième lecture primaire, c'est une mémoire. Et effectivement, des colons venus de Phénicie ont découvert en Thrace, puis à Thèbes, eh bien, l'origine de la fondation par des Phéniciens. Et là, ils ont trouvé la mémoire des Phéniciens, qui voulaient se distinguer absolument des Perses et qui avaient subi de la part des Perses des invasions, des pillages et aussi l'enlèvement de femmes, un peu comme les Sabines un peu plus tard.
Et Europe pourrait correspondre à cette mémoire d'enlèvement des femmes. Voilà, en matière de lecture primaire, ce que l'on peut retenir comme interprétation. Alors maintenant, interprétation plus secondaire. Le nom d'Europe. Europe veut dire large regard ou regard profond. C'est pour ça que j'ai fait référence, t'as de beaux yeux, tu sais, Gabin, Michel Morgan, qui avait de si beaux yeux. Eh bien, ce large regard, ce regard profond, c'est un regard qui voit loin, à la fois dans l'espace, tout ce continent à découvrir, mais aussi dans le temps. Dans le temps, toute cette civilisation à développer, à enrichir et aussi à découvrir. Finalement, Europe, avec son regard, voit ceux qui agissent, qui découvrent, qui inventent, qui innovent et qui font que ce cap, tout petit pays de l'Asie, ce petit cap de l'Asie, comme disait Paul Valéry, eh bien, est à l'origine d'une civilisation d'influence mondiale. Quand je dis d'influence, c'est qu'elle a conquis le monde, pas nécessairement sur le plan politique, mais sur le plan civilisationnel. À tel point que ce petit cap est devenu, dans les années 1900, eh bien, dominant sur 70% des territoires et des populations de notre planète. Grâce à toutes les actions d'exploration, découverte, de création, d'appropriation qui se sont faites. Voilà les deux premières interprétations d'Europe. Mais il y en a d'autres. Influence colossale par rapport à son point de départ. Donc, voilà ce qu'il faut retenir. Et il y en a un Européen qui a bien résumé cette affaire alors, sous une forme d'équation. Il a emprunté son équation Einstein, E égale mc2. Et cette fois-ci, E, c'est plus l'énergie, c'est l'Europe qui est égale au produit de la masse démographique par le carré de sa culture. Parce que ce qui la différencie de tous les autres, c'est sa culture, et notamment une culture en recherche permanente, en enrichissement permanent, qui lui a permis de dominer le monde et de civiliser les autres cultures qui n'avançaient pas aussi vite qu'elle. Le second point, si vous voulez, d'interprétation, qui souligne la source grecque, l'espace culturel qui emprunte, transmet, parce qu'il y a eu beaucoup d'échanges dans les civilisations. Ça aussi, c'est une des caractéristiques de l'Europe, c'est qu'au fil du temps, il y a eu beaucoup de métissage ethnique, mais aussi culturel, dans la mesure où tout le monde partageait les mythes communs, les religions communes, les croyances communes, qui permettaient au peuple, non pas de vivre en paix, mais quand même d'avoir suffisamment de croyances en commun pour limiter les conflits. Donc voilà ce qui s'est passé. Et l'esprit européen, que définit aussi Paul Valéry, en disant ce qui distingue, c'est l'esprit européen. Il se distingue par son savoir, sans cesse croissant, et par son pouvoir. Il y a une volonté d'influence quand même et de conquête qui existe dans l'Europe, avec une volonté scientifique, technique, culturelle, politique, éthique, esthétique,
Et tout ça a été assimilé dans le cadre de l'Empire romain et au-delà. Et ce qui est important, c'est de faire une comparaison, par exemple, avec la Chine, qui avait une civilisation plus ancienne que la civilisation européenne. Non, plus ancienne. J'ai commencé au 8e siècle à peu près avant Jésus-Christ, mais il faut savoir que cette civilisation grecque avait été précédée par d'autres civilisations. Et certains ont parlé, certains historiens, d'une pré-Europe avant le mythe, et cette pré-Europe était localisée dans la Méditerranée orientale. Et on trouve des civilisations qu'on connaît, l'Égypte, la civilisation égyptienne, la civilisation phénicienne, et puis on pourra aller jusque entre le Tigre et l'Euphrate, la Mésopotamie. Vous aviez en fait les ancêtres de la Phénicie dont je parle, c'était quand même ces gens-là. Et au même moment, les Chinois avaient déjà une civilisation brillante. Sauf que la Chine s'est endormie. D'une part, elle s'est endormie par rapport à, alors que les Européens ont été explorés partout, ont développé des sciences, etc. La Chine qui était en avance, elle n'a plus tellement bougé. Et à la fin du XVIIIe siècle, on avait parlé, quand on avait parlé de la Chine, elle a reçu un ambassadeur du Royaume-Uni, qui était Lord Macartney, lequel venait avec les derniers produits émanant des techniques de production très avancées de la Grande-Bretagne, puisqu'elle était plus avancée que la France, qui suivait à un peu de distance. Et les Chinois ont répondu à la grande Rome du Royaume-Uni que la Chine n'avait pas besoin de ces innovations, elle se suffisait elle-même. Vous voyez le contraste. Et pourquoi je souligne le contraste? Pour montrer la spécificité de la culture européenne qui émane du mythe qu'on évoque en ce moment. Et donc, l'Europe a eu une influence ascendante jusqu'en 1918, jusqu'en 1914, et à partir de 1918, c'était plus l'Europe qui était dominante. L'Occident est resté dominant, mais avec comme leader les États-Unis. Et vous voyez que les États-Unis sont devenus l'hyperpuissance que dénonçait Védrine à la fin du XXe siècle. Et qu'aujourd'hui, eh bien, il y a une révolution dans l'ère géopolitique avec les impérialistes de l'Est qui se réveillent, qui apparaissent et qui veulent prendre la suite. Donc, voilà, survoler très vite à haute altitude, mais c'est important quand même de resituer notre évolution d'aujourd'hui dans l'évolution historique qui émane du mythe qu'on évoque. On continue sur une interprétation plus récente, puisque le mythe a été livré à tout le monde, on peut continuer de l'interpréter. Pourquoi s'en priver? Bon, Cadmos a été consulté la Pythie, donc nous, on peut aussi consulter le marc de café. Alors, par exemple, l'Europe a engendré un monstre. C'était le petit-fils, le Minotaure. Et ce Minotaure peut avoir quelque écho dans l'Union européenne d'aujourd'hui. Par exemple, pour Philippe Séguin ou pour Marine Le Pen. Parce que pour Séguin, l'Europe, c'était un monstre, c'était un Minotaure. Et là, je fais référence au discours de Philippe Séguin en 1992 contre le traité de Maastricht. Séguin était très opposé à que cette communauté européenne devienne une communauté politique. Et d'ailleurs, il a défendu sa théorie face à François Mitterrand, qui à l'époque était bien malade. Et vous vous rappelez que dans le débat télévisé, il y a eu une interruption un peu longue parce que Mitterrand a dû recevoir des soins et que Séguin l'a ménagé avec une certaine élégance que les hommes politiques d'aujourd'hui oublient de pratiquer. Et pourquoi Séguin? Deuxième raison aussi, parce que je parle pour les Lorrains et que Séguin était maire d'Épinal, donc c'était un Lorrain. Finalement, en matière d'Europe, on a Schuman, Séguin, pas du tout sur les mêmes positions, mais enfin, il faut quand même citer
les autorités locales. En ce qui concerne Marine Le Pen, bon, elle voulait sortir de l'euro, enfin, vous voyez qu'elle s'est ralliée en quelque sorte à ses électeurs, ce qui est toujours souhaitable pour un politique. Elle le veut toujours. Oui, mais donc le Minotaure peut être une préfiguration de ce qui arrive aujourd'hui. Donc je poursuis, et puis après on va revenir sur ce que Guy pourra faire. Le labyrinthe, le dédale, en fait, c'est aussi une préfiguration de l'Europe d'aujourd'hui, qui est complexe, lointaine, incompréhensible, disent les eurosceptiques. Ariane et son fil, mais le fil d'Ariane, on se reconnaît, c'est le mouvement européen Lorraine. C'est celui qui vous permet de se retrouver dans cette complexité contemporaine. Si vous voulez comprendre, vous guider, vous mouvoir dans l'Europe, eh bien sûr, il faut suivre le mouvement européen Lorraine. Au passage, Ariane, c'est aussi, je vais vous le montrer, le titre. Ariane, c'est un journal d'entreprise que j'ai créé à la Banque populaire de Champagne, justement pour informer les collaborateurs. Et voilà ce qui l'accompagnait à l'époque, un éditorial. 3, 2, 1, feu, soudain, rien. Puis tout n'est que fumée grondante, hurlante. Le monstre, le nez déjà sur son objectif, frémit et vibre de puissance et d'impatience. Il s'arrache enfin à nos contraintes dans une majestueuse banalité, symbole de la modernité maîtrisée. Cristallisation d'une créativité audacieuse, d'une ambition rigoureuse, d'une collaboration victorieuse, d'un effort persévérant, d'un enthousiasme conquérant. Ariane vole, accélérant sans cesse, familière des prouesses, vers son but. Donc, bien sûr, la première inspiration d'Ariane, c'était la fusée pour montrer toute la modernité dont la Banque populaire de Champagne avait besoin, parce qu'elle était un petit peu vieillotte. Le Minotaure est mort, l'ogre n'est plus, mais Thésée serait fort dépourvu si Ariane n'avait tout prévu. Son fil, généralement déroulé du Dédale, sauvera Thésée. Cette Ariane mythique est d'une actualité pratique. Elle nous appelle à nous ouvrir aux autres, à nos clients. Soyons à leur service en les guidant, nous aussi, dans le labyrinthe de la mouvante complexité contemporaine. C'est une clé de notre crédibilité, de la confiance que nous serons inspirés, donc de notre compétitivité, donc de notre utilité. Alors, sachons nous ouvrir à nos collègues, fussent-ils du siège, fussent-ils du réseau. Ariane personnalise l'affectivité, l'émotivité, l'altruisme, l'ingratitude, en un mot, l'humanité. Œuvrant quotidiennement dans un temple de rationalité, donnons toute sa place à la convivialité. Ariane désigne tout autant une efficacité calculée qu'une générosité imaginée. Il nous appartient que le mythe rejoigne la réalité. Ariane, c'est l'étoile de la Banque populaire de Champagne. Voilà pourquoi cette revue est née. Donc vous voyez comment finalement ce mythe peut continuer d'inspirer l'actualité. Encore une allusion, Icare. Icare, pour moi, c'est le fédéraliste, trop confiant, celui qui ne laisse pas du temps au temps. Et je crois que le fédéralisme aujourd'hui a plutôt tendance à être répulsif pour les eurosceptiques que séduisant pour eux. Le fédéralisme, pourquoi pas, mais dans un temps qui est devant nous, ultérieur, plutôt que dans l'actualité. Parce que Europe est comme Ulysse. Ulysse, vous savez, pour rentrer chez lui, pour rentrer à Ithaque, a mis près de 20 ans. Et il poursuivait son objectif sans jamais l'atteindre, parce que l'Europe, c'est un chantier en cours dont nous ne verrons pas l'achèvement. On pourrait voir sa disparition, mais son achèvement, sans doute pas. Et Ursula s'inspire de Pénélope, elle attend, elle défait ce qu'elle a fait, retissant, avec une patience d'ange,
qu'elle n'est pas. Parce que Ursula n'a rien d'un ange. Hein. C'est quand même l'ancienne ministre de la guerre, de la défense d'Allemagne. Donc, voilà ce que l'on peut dire en matière d'interprétation du passé. Alors, bon, vous voyez que les premières représentations remontent à l'Antiquité. Dans le vase qui est en bas à droite, on est au 5e siècle avant Jésus-Christ. Tout ce qui est là est à peu près du même ordre de grandeur. On est 4-5 siècles avant Jésus-Christ. Et tout à l'heure, j'ai évoqué une mosaïque Pompéi. C'est en haut à droite. Vous voyez Europe sur le dos de son taureau. Au passage, il a dû passer par la Chine parce qu'il est devenu jaune, il n'est plus blanc. Donc, on voit les attitudes d'Europe. Par à gauche, on est bien sur un taureau blanc. On le voit sur plusieurs images qui sont là. Il paraît que Europe, pour rester sur son taureau pendant la traversée de la mer, se cramponnait à ses cornes, ce qui est le cas dans 2 ou 3 fois. Ensuite, on voit que son attitude est un peu différente. Parfois, elle est à cheval sur le taureau. Ici, ça ne semble pas être le cas. Sur l'image du haut, on voit une sculpture. Alors, il n'y a pas que des peintures, hein. Il y a des sculptures ou des bas-reliefs en bas à droite qui manifestement datent l'œuvre. En bas à gauche, vous avez aussi des mosaïques. Assez souvent, il y avait des mosaïques qu'on pouvait trouver dans des temples, parce qu'en bas à droite, vous voyez, ça vient du temple de Célimante, 6e siècle avant Jésus-Christ. Donc, c'est la confirmation que la datation du 8e siècle chez Hérodote et Homère est confirmée par les représentations qui ont été faites à peu près dans ces moments-là. Vous voyez aussi la fidélité de la représentation. Parfois, dans l'intercuite de Béotie, c'est pas très séduisant. Dans les autres cas, vous voyez aussi Europe a-t-elle été enlevée ou est-elle complice de cet enlèvement? Est-ce que c'est un viol de Zeus ou une aventure partagée? A priori, elle ne semble pas être très, très réticente dans cette affaire. En revanche, elle est un peu isolée. Là, nous arrivons d'un seul coup après la Renaissance. Et ça se voit dans le style après la Renaissance, mais on est plus dans l'accompagnement qui est autour, dans des cérémonies de mariage avec une noce, vous voyez, des invités qui sont là. Europe n'est pas seule. Elle est accompagnée dans une cérémonie qui semble assez consensuelle. Et d'autre part, si à un certain moment, on le verra, on insiste sur le rapt, à d'autres, on est dans un cortège nuptial. Et encore mieux, il semble avec le taureau, alors je ne sais pas si c'est le démarrage ou si c'est le départ ou l'arrivée, mais à certains moments, Europe est bien avec ses copines, c'est sur la plage de départ. Donc, plus qu'un enlèvement, ça semble le début d'une cérémonie. Alors, là, il y a une interprétation sur Europe. Là, on a des scènes parfois un peu plus violentes, un peu plus mouvementées.
en bas à gauche, Europe semble implorer du secours, mais tout en haut à gauche, pas du tout. C'est la préparation de la nuit de noces. Sur la droite, en haut, c'est aussi un peu plus inquiétant, un peu plus violent. En bas à droite, tout est dans le consensus et dans l'accompagnement. Donc, il y a des interprétations qui sont assez différentes selon les auteurs. On peut poursuivre les interprétations. Le cortège en bas à gauche, c'est tout ce qui est de plus officiel, familial, et on est dans la phase de départ avec l'accompagnement familial. Et dans cette affaire, le taureau semble assez sympathique et inoffensif et, disons, communément admis. Ou à gauche, vous voyez ce qu'on dit, c'est qu'Europe se cramponne aux cornes du taureau pour conserver son équilibre. Alors, vous avez le droit aussi de réagir et de commenter. On voit des grands noms, Titien d'un côté, Rembrandt d'un autre, tous les grands artistes, Rubens, Véronèse, ont traité du sujet. Autrement dit, chez les artistes, le mythe d'Europe était plus courant et plus connu qu'il ne peut être aujourd'hui dans le grand public. Nous, c'est un petit peu une redécouverte, alors qu'à l'époque, vous voyez, ce n'était pas le cas. En haut à droite, vous avez aussi une interprétation en montrant que Europe prend l'initiative, notamment une femme moderne, c'est-à-dire qui cherche à diriger son partenaire. Elle prend l'initiative de monter sur son dos et de l'orienter. Et là, on en voit, si vous voulez, une féministe contemporaine. Si on continue, alors là, c'est l'époque contemporaine. Guy, tu connais bien l'artiste en question, en haut? Oui, c'est Botero. Voilà. Donc, vous voyez, dans le monde contemporain, c'est pas l'esthétisme qui est recherché, c'est une certaine symbolique à la fois dans la peinture et dans l'architecture, voire dans les localisations de ces pièces, souvent dans des endroits symboliques eux aussi. Mais Picasso et 1950, je vous en parlais tout à l'heure, donc ce mythe reste très présent dans les traitements artistiques, picturaux, depuis longtemps. Et nous en arrivons sur le bas à droite, sur le traitement contemporain et disons plus populaire. Ce qui est important, c'est que les philatélistes se sont inspirés de ce mythe d'Europe. On voit un timbre en haut et juste au-dessous, vous voyez une pièce de 2 euros, une pièce de 2 euros grecque. Parce que sur la face nationale, les Grecs ont eu le culot de parler de la Grèce et de parler d'Europe. Vous voyez bien Europe sur son taureau. Et ça, c'est une pièce de 2 euros qui circule. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de voir dans les pièces qui nous sont remises de temps en temps la face nationale. Et vous verrez certains événements, par exemple, il y a une face sur le traité de l'Élysée, avec d'un côté De Gaulle, de l'autre Adenauer. Bon, je m'arrête sur le sujet pour passer la parole à Guy, qui pourra vous parler de l'actualité et d'une initiative que le mouvement européen Lorraine pourrait prendre. Guy, à toi. Oui, alors vous m'entendez bien? Oui. Donc, vous avez vu que sur les pièces
il y a eu des initiatives des différents pays pour rappeler l'histoire. On voit Dante, on voit Léonard, enfin une évocation de Léonard de Vinci, Mozart, etc. Enfin, Simone Veil, etc. Mais nous avons malheureusement des billets qui, eux, sont parfaitement anonymes, alors que, comme vous l'a fait remarquer tout au long de son exposé, Jacques Osler, eh bien, nous avons une histoire très riche, un mythe très riche et un certain nombre de choses artistiques ou culturelles qui nous sont totalement communes dans l'ensemble de l'Europe. Et donc, il nous est apparu pertinent de faire la promotion d'un changement d'attitude sur les billets. Et par exemple, vous allez voir ici, si on personnalisait un petit peu plus les billets qu'ils ne le sont aujourd'hui avec leurs monuments totalement anonymes enfin, qui n'existent pas, eh bien d'un côté, vous avez un billet de sang avec Charlemagne, Charlemagne qui parle à beaucoup de monde quand même, que ce soit en France mais aussi ailleurs, ou bien Socrate, qui sont des gens qui font partie de notre histoire et de notre culture. Et donc, nous voulons, Mouvement européen Lorraine, avec nos amis des sections de France, promouvoir l'idée auprès de l'Europe de revenir ou de venir à une représentation plus culturelle de notre monnaie. Voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. Si Jacques a quelque chose à ajouter. Oui, le constat, c'est que dans la construction de l'Europe, on a sous-estimé la construction culturelle, alors que celle-ci était présente dès le congrès de La Haye, puisque Denis de Rougemont était chargé du rapport sur la culture. Et ensuite, Denis de Rougemont est devenu le fondateur du Centre culturel européen qui est à Genève. Mais on n'en parle pas souvent, hein, ce Centre culturel européen, et on ne parle pas assez souvent de la culture. Donc, l'un des supports pourrait être les billets. Bon, soyons clairs, il est peu vraisemblable qu'à court terme, on puisse voir sur les billets des représentations soit de personnages, soit de monuments européens. Mais ça peut être un excellent support, notamment à la veille d'élections européennes, puisque je vous rappelle que les prochaines élections, c'est l'année prochaine, c'est en 2024. Donc ça peut être un bon support pour faire connaître cette culture européenne. Pour la faire connaître, il faut l'illustrer. Il faut l'illustrer. Et là, on peut, puisqu'on parlait de référendum tout à l'heure, lancer une sorte de référendum en demandant aux Européens de faire des propositions de personnages qui pourraient illustrer la culture européenne ou ce que nous avons en commun, sans naturellement choisir des personnages à l'origine de conflits ou autres qui sont pas trop discutés. C'est un consensus que nous recherchons, ce n'est pas une source de conflits nouvelle. Donc, vous pouvez vous-même réfléchir soit à des noms, soit derrière à des fonctions, à des rôles qu'ils ont pu jouer sur lesquels on pourrait s'appuyer pour faire des propositions. Et c'est en même temps amener à découvrir des personnages qui sont connus dans d'autres pays que le nôtre. C'est ça, en quelque sorte, une sorte de métissage culturel qu'on voudrait esquisser ou commencer à créer en lançant cette initiative. Soyons clairs, il ne s'agit pas de faire que Christine Lagarde change d'avis, encore que ça fait partie des réflexions, parce que même la Banque centrale européenne, ou nombre d'Européens ont conscience de ce problème. Tous les pays, je vous le disais tout à l'heure, mettent sur leur billet une représentation de leur mythe national. On est en quelque sorte le seul à ne pas le faire. C'est une hérésie. C'est une hérésie. Si on a la volonté de construire, c'est cela qu'il faut faire. Enfin, c'est dans cette direction qu'il faut aller.
Et d'autre part, ceci peut être proposé, comme l'a dit Agui, plutôt aux autres sections en France, où on a peut-être une chance de trouver un peu d'écho, qu'à Paris, parce que Paris a une capacité de local, s'ils disent non, c'est pas d'actualité, on a d'autres priorités, ça s'arrête. Tandis que si on part avec d'autres sections, ça peut perdurer. Au passage, tout à l'heure, Guy a parlé de Charlemagne. Je vous rappelle qu'une initiative est partie, tiens, de Reims. La route Charlemagne, c'est parti de Reims. Et c'est l'initiative d'un personnage. Aujourd'hui, ça a été acheté par l'ensemble du mouvement européen France, voire une partie du mouvement européen international. Donc, la méthode serait de proposer ça aux autres sections françaises, et si jamais il y a un succès en France, eh bien, le mouvement européen international pourrait y participer aussi. Ce serait une initiative, cette fois-ci européenne, et chacun pourrait apporter ses champions. Donc, voilà ce que l'on vous propose. Alors, là, je vous propose une pause. Réaction à tout ce qu'on vient de dire, les aspects artistiques. Oui, Jacques, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a eu beaucoup d'interprétations artistiques du mythe de l'Europe, j'allais dire, tout au long de l'histoire d'ailleurs. Oui. C'est donc que ça correspond à, dans l'imaginaire des artistes et de la population, ça a correspondu à quelque chose. Attention, il y a des représentations sur la monnaie divisionnaire, sur les pièces. Il y a une face nationale, oui. Mais sur les billets, il n'y a rien. Hein. Je parle sur les papiers, oui, effectivement. Non, non, c'est complètement anonyme. Ouais. Alors, moi, j'ai une position un peu différente de la vôtre, Pierre. La première, c'est que récemment, notre Assemblée a voté le fait que toutes les mairies au-delà de 1500 habitants doivent afficher le drapeau européen concomitamment à celui du pays. Donc, c'est une première avancée. Alors, il y a eu des gens qui étaient contre, bien entendu, c'est tout à fait leur droit. Sauf que la loi a été votée et donc elle va permettre d'afficher plus clairement sur un grand nombre de mairies le fait de notre appartenance à l'Europe. Vous avez évoqué aussi l'aspect artistique. Moi, au-delà de l'aspect artistique de la chose, c'est-à-dire de faire figurer sur les billets des représentations artistiques communes, moi, c'est l'aspect culturel qui m'importe. C'est-à-dire que quand on va mettre la figure de Socrate sur un billet européen, eh bien, sous-jacent à cet acte, à cette sculpture, il y a tout ce que représente Socrate, c'est-à-dire la philosophie, la démocratie, etc. De la même façon, lorsqu'on va éventuellement mettre quelque chose de Léonard de Vinci, eh bien, c'est encore une fois toute la culture qu'il y a derrière, c'est la Renaissance, et donc c'est une culture qui nous est commune, c'est un rappel de cette culture commune qu'on oublie un peu trop. C'est-à-dire que tous, autant que nous sommes en Europe, et on parle bien de l'Europe élargie, nous avons une histoire commune, comme l'a rappelé Jacques, nous avons des repères communs, nous avons des racines linguistiques communes, et tout ça, on peut le réafficher sur les billets. Alors évidemment, les billets ne feront pas tout, mais c'est montrer qu'on n'est pas sorti de n'importe de rien. On est avec nous tout un bagage que l'on peut partager entre Européens. C'est-à-dire que certes, on n'a pas les mêmes langues, mais on a quand même des visions communes sur un certain nombre de choses, dont l'art, mais pas que l'art, puisque, encore une fois, il y a des philosophes, il y a des politiques qui ont été communs à toute l'Europe. Alors, j'éviterai de mettre Napoléon, ce serait peut-être pas très consensuel, de la même façon qu'Hitler, mais
je pense qu'on a d'autres hommes politiques ou d'autres savants ou d'autres artistes qui, eux, se rappellent à nous pour cette culture. Oui, l'objectif, ce ne serait pas de rechercher une représentation artistique, mais surtout symbolique. Et le problème, c'est dans la recherche des symboles, qu'est-ce qu'il faut retenir? Alors, soit des gens, disons plutôt consensuels, voire des gens qui ont eu des rapports positifs avec d'autres pays voisins, hein. Des hommes de frontières, par exemple. Schumann fait partie de cela, mais ça fait partie des images trop traitées ou des personnages sur lesquels il y a une autorité. Il faut en chercher d'autres aussi. Et disons, il n'y a pas tellement de billets, donc on pourrait, à l'image de ce qui se passe sur la monnaie divisionnaire, avoir plusieurs symboles sur un billet d'une même valeur. Alors, est-ce qu'il y aura des réactions peut-être négatives? Ben oui, c'est à peu près sûr. Ceci étant, au stade où nous en sommes aujourd'hui, l'euro est quand même approuvé par une majorité d'Européens. Donc, on n'est même pas sur le principe de l'euro, mais sur le principe de sa représentation. Donc, il n'est pas sûr que ça déclenche une opposition contre l'euro, mais sur le choix des symboles. Et à la limite, qu'est-ce qu'une démocratie? C'est la capacité de confronter des points de vue différents sans s'entretuer. On serait bien dans des débats, disons, qu'il faudrait trancher d'une façon ou d'une autre, et en général, ce genre de choses, c'est une élite à Francfort qui sans doute trancherait, à moins que ça aille jusqu'au Conseil européen. Bon, enfin, à la limite, peu importe, c'est la discussion, notre objectif. C'est pas tellement la décision, c'est surtout de faire en sorte qu'on en parle. Et qu'on parle de l'Europe, et là, autrement que d'une façon rationnelle d'intérêt à défendre. Parce que le problème de l'Europe, c'est ou bien on est dans les valeurs, et comme les valeurs, c'est les droits de l'homme, c'est universel, etc., on se dissout dans une philosophie universelle qui n'est pas distinctive de l'Union européenne. Ça, c'est un problème. Ou alors, on est sur des intérêts égoïstes et intérêts qu'on n'est même pas capable de défendre. Je disais à l'instant une mise en garde de la Commission européenne à l'égard de la Grèce qui n'aurait pas repoussé dans des formes convenables des immigrants illégaux. Bon. Donc, les péchés mignons aujourd'hui, c'est plutôt cela. Ce qui serait intéressant, c'est qu'on puisse avoir des confrontations d'idées dans des domaines moins rationnels ou qui soient moins réalistes, pécuniaires que ceux que l'on a en ce moment. On serait dans le culturel. Ce serait intéressant d'avoir des discussions autour du culturel. Voilà un peu l'objectif. Alors bien sûr, il y a des risques. Et le plus grand d'ailleurs, c'est que cette initiative n'est pas très loin. Bon. Sinon, qui ne risque rien n'a rien. Oui, c'est d'ailleurs ce qu'Europe a appris, notamment la Grèce, c'est d'apprendre à risquer. C'est à se fixer des objectifs que d'autres ne se fixent pas. Les Chinois qui dormaient. Le problème, c'est quand ils sont réveillés depuis. C'est ça le problème. Mais même les Chinois, quand ils sont réveillés, regardez, d'ateliers du monde avec des petits artisans de petits coins, c'est devenu quand même des leaders de l'industrie. Ils sont bien réveillés. Hein. Bon. Mais là, il ne faut pas revenir non plus à l'économique ou au rationnel, c'est à traiter par ailleurs, c'est l'aspect culturel. D'autant que Macron parle de décivilisation.
Buisson vient de sortir un bouquin qui s'appelle Décadence. Alors, danse, D-A-N-S-E, enfin, quand même, bon. Soyons clairs, il y a une interrogation sérieuse sur la civilisation occidentale, avec des risques de décadence, de décomposition, et on le voit bien à l'intérieur même de notre pays, où il est de plus en plus difficile d'avoir des discussions dans le respect mutuel, où la culture de l'annulation se développe et on laisse plus s'exprimer des philosophes pacifiques dans les universités. Où va-t-on? Où va-t-on? Le monde de l'université, hein, Renaissance, naissance au XIIe siècle, c'est une des caractéristiques de l'Europe, c'est quand même les universités et le latin qui était la langue commune. Aujourd'hui, on en est à ne plus être capable de faire de la disputatio, comme on disait à la Sorbonne autrefois. Bon, ce serait peut-être une opportunité de réfléchir aux caractéristiques de l'Europe. Qu'est-ce que l'Europe? Qu'est-ce qu'elle est? Qu'est-ce qu'elle doit être? Et puis de le faire d'une façon collective et consensuelle. Voilà la proposition. Vous avez tout à fait raison. Savoir qu'est-ce qui unit l'Europe, parce qu'actuellement, effectivement, on met surtout l'accent, c'est un peu le propre de nos intellectuels, c'est de mettre l'accent sur les aspects négatifs et pas mettre l'accent sur le positif, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous relie, qu'est-ce qui nous est commun et spécifique, comme vous le disiez tout à l'heure, et spécifique. Donc là, il y a effectivement de la recherche à faire, oui, moi j'adhère assez à la réflexion. De toute façon, on n'a pas vraiment le choix parce qu'on se retrouve en France à être le pays le plus eurosceptique d'Europe. Ah oui, mais on est sceptique sur tout. C'est le propre du français. Hein. Je doute, donc je suis. Hein. Oui, mais là, c'est un doute qui finit par être ennuyeux quand on est les plus sceptiques. Oui, le côté positif aussi, c'est qu'on demanderait des propositions. C'est une façon d'impliquer les gens et un peu de les piéger. C'est comme dans les entreprises, si vous voulez motiver les gens plutôt que de donner des ordres sans les expliquer, vous posez un problème et vous demandez qu'on élabore une solution commune. Et lorsqu'on passe un choix de la solution et surtout à sa réalisation, il y a beaucoup plus de motivation. C'est une technique assez traditionnelle qui est transposée, qui serait transposée dans ce cadre-là. Bon. Et aujourd'hui, autour des politiques, il y a beaucoup d'hommes et de femmes de communication. Bon, ils essaient de faire la même chose. Mais ils ont tendance à vendre quelque chose de tout fait, et c'est pas ça. Je pense qu'il faut solliciter. C'est le meilleur moyen de faire quand même adhérer, d'impliquer. Bon, voilà. C'est pas révolutionnaire, mais ça pourrait avoir un côté positif. Didactique. Oui, aussi. Oui, mais ça permettrait, ça conduirait chacun à réfléchir, à chercher des idées, parce que critiquer celles que les autres proposent, c'est pas difficile. Aller chercher des idées, faire des propositions, en étant critique par rapport à soi-même aussi. Vous voyez, on pourrait réveiller un peu le sens de l'autocritique. Je suis sûr qu'il y a beaucoup d'hommes politiques qui ne savent pas ce que ça veut dire. Hein. Bon, c'est un peu méchant, mais bon, on a à peu près, on a terminé, on passe à la conclusion. Alors, que peut-on conclure de tout ce qu'on a vu? Et je pense que la première conclusion, c'est que nous disposons, nous Européens, d'un atout important qu'il faudrait jouer plus fréquemment. Le mythe qu'on a évoqué
qui est connu des élites artistiques depuis longtemps, exploité par eux, et trop méconnu des peuples. Et quand on a la chance d'avoir un mythe qui est plurimillénaire, quand même 2500 ans, Poutine, il n'a pas ça. Hein, sa Russie est toute récente. Si, les Chinois, regardez, les Chinois, ils ont le même raisonnement. Ils ont été ressuscités Confucius. Et je vous rappelle que Confucius est un contemporain d'Europe. Hein, on est à 5 siècles avant Jésus-Christ. Hein, on est dans ces eaux-là. Donc, vous voyez, finalement, Xi Jinping, il se dote d'un mythe aussi qu'il entend exploiter. Il a réhabilité Confucius, alors que Mao l'avait en quelque sorte exécuté. Donc c'est intéressant de voir ce qui se passe autour de nous et de se dire qu'on a une chance d'avoir ce mythe et d'en faire quelque chose, mieux que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Bon, deuxième idée, c'est l'opportunité que représente ce mythe, parce que Europe a donné son nom à l'ensemble du continent, c'est-à-dire une quarantaine de pays, et pas à 27. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a 2-3 mois, on a réuni pour la première fois la communauté politique européenne. C'est l'ensemble des pays, moins la Russie et la Biélorussie. Mais les autres pays européens, même ceux qui le sont que partiellement, comme la Turquie, étaient invités et étaient présents. Donc, cette communauté politique européenne toute récente, dont on ne sait pas quelle est l'espérance de vie, eh bien, peut être tout à fait illustrée par le mythe de l'Europe qui concerne tout le continent. Et c'est la première fois depuis bien longtemps que l'Europe accepte de poser le problème de ses frontières. À l'ouest et au sud, ça ne pose pas de difficultés. Tandis qu'à l'est, il y a quand même, à l'est et au sud-est, il y a quand même des questions qui se posent. Donc, cette communauté politique européenne, c'est l'occasion de parler du territoire et des frontières. Et c'est une occasion d'actualité. Donc, je pense que c'est le moment de ressortir ce mythe, la conjoncture s'y prête. D'autre part, cette extension potentielle du territoire européen va poser le problème du centre de gravité. Et déjà, nous commençons à le ressentir. Nous ne sommes plus tout à fait au centre politique, et encore moins au centre géographique de l'Europe. Mais écoutez, la Pologne, elle explique très clairement que le centre se trouve dans les pays d'Europe centrale, voire orientale, et que c'est eux qui ont eu la pertinence de comprendre Poutine avant nous. Ceci étant, dans les propositions qu'ils en sortent, il y a un danger dont ils ne sont pas conscients. On est quand même en face de nous, on a en face de nous la première puissance nucléaire du monde. C'est quand même, faut pas l'oublier. Donc, problème du centre de gravité. Je crois que la CPE et puis aussi cette Europe qui nous conduirait à nous poser la question que sommes-nous? Qu'est-ce qui nous différencie? Et question subsidiaire, qu'est-ce qu'on veut devenir? La question grecque par excellence, c'est celle-ci, c'est de se développer soi-même d'une façon équilibrée, l'esprit, le corps, etc. Et en même temps d'être critique par rapport à soi-même. Nous serions tout à fait dans une démarche grecque et qui me semble tout à fait de circonstance, compte tenu des questions auxquelles on nous répond. Troisième idée aussi, c'est que cette démarche s'adresse plus au cœur qu'à la raison. Et je pense que l'Europe a été construite avec un excès de raison par rapport aux passions. Et là, je ne parle pas de l'Europe de Monnet et de Schuman, où il y avait quand même pas mal de passions et de croyances, mais ce qui s'est passé après. La complexité résulte, les technocrates
C'est des gens qui ont des compétences, mais qui sont dans la rationalité pure, parfois trop abstraite par rapport aux réalités, et qui en tout cas ont des problèmes de dialogue pour comprendre les réalités et se faire comprendre du peuple. D'où le populisme, qui est un constat d'échec dans la communication, à la fois montante et descendante. Donc, il faut savoir s'adresser au cœur, alors qu'on s'est trop exclusivement adressé à la raison jusqu'à présent. Il faut, je disais, sortir du consensus permissif et, comme on a dit en Italie après 1860, on vient de faire l'Italie, maintenant il faut faire les Italiens. Mais pour nous, il reste à faire les Européens. Et dans toutes leurs composantes, non seulement rationnelles, mais aussi passionnelles. Le dernier point, c'est que cette approche, ce mythe, nous permet de parler de culture, de civilisation, alors que ceci était trop oublié, ou bien on était dans le rationnel, ou bien dans le politique. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes politiques, souvent petits gabarits, qui proposent des réponses institutionnelles là où nous avons des problèmes sociologiques. Il faut faire attention à savoir utiliser les bonnes sciences pour analyser les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Enfin, conclusion, et là j'ai écrit ça en pensant à l'Europe et à Françoise. L'Europe, c'est la dimension féminine défaillante, parce que l'Europe, c'est à la fois la mère et la promise. La mère, puisque Europe, on a vu toutes ses descendances, et la promise, eh bien, c'est celle que l'on souhaite séduire. Donc, la passion a été trop marginalisée jusqu'à présent face à la raison qui, jusque-là, a trop exclusivement dominé l'histoire de notre Europe. Donc, ça peut être une solution. Du moins, c'est ce que je crois. Alors, à vous de vous exprimer, une sorte de référendum final. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, contester quelque chose dans ces conclusions que je vous propose? Jacques, moi, il y a quelque chose qui m'a fait réfléchir quand vous avez parlé de passion. Et je trouve que l'Europe a réussi quelque chose, enfin, pour moi, à mon sens, c'est au niveau des cursus universitaires. Je suis en train de rechercher Erasmus. Erasmus, oui. Erasmus. Et bon, et ça, comme vous le dites, Erasmus, ça vise les élites. C'est les gens qui font des études universitaires. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, ou peut-être que ça existe, mais de faire la même chose avec des cibles plus populaires C'est en cours. C'est en cours sur le plan professionnel. Au niveau des professions, au niveau j'allais dire de l'artisanat, mais plutôt des métiers au niveau de l'apprentissage, par exemple, au niveau de l'agriculture, parce qu'on s'aperçoit qu'actuellement, dans l'agriculture, quand on parle de l'Europe, avant, on parlait de la politique agricole commune. Maintenant, c'est plutôt la politique agricole divisée dont on parle. C'est plutôt négatif quand on en parle. Est-ce qu'on ne peut pas essayer plutôt de réinventer du positif dans des populations qui ne se sentent pas touchées actuellement ou de façon négative? Alors c'est tout le propos de Erasmus+, qui est en train de se déployer. Ah bon, c'est-à-dire que ça s'adresse, bien sûr, à tous les gens qui font des études supérieures, mais également à l'apprentissage européen. C'est-à-dire que ça encourage les apprentis des différents pays à se déployer pour leur apprentissage sur d'autres pays européens.
Ça m'apparaît très judicieux et ça manquait, à mon sens, de façon criante. Tout à fait. Mais essayer de toucher d'autres métiers aussi. Oui, je crois qu'il faut le faire et la France qui veut réhabiliter l'enseignement professionnel, il faut faire attention parce qu'il y a des décisions qui ne sont pas très judicieuses, mais qui veut réhabiliter l'enseignement professionnel aurait intérêt à s'inspirer de ce qui se passe en Allemagne, où la formation professionnelle n'est pas la voie des déshérités. Hein. Tout à fait, tout à fait. Il faut réhabiliter ça et bon, notamment vous avez Luc Ferry qui est ancien ministre de l'Éducation nationale qui me semble faire des propositions pertinentes dans ce domaine-là. Si on généralise un peu, je crois que nous avons intérêt à aller voir ce qui se passe dans d'autres pays, parce que par exemple sur l'immigration, on dit on est empêché par la législation européenne. Bon, faut reconnaître que Barnier l'avait dit, il y a des excès, mais avec cette même législation, le Danemark semble avoir résolu le problème mieux que nous. Ce qui veut dire qu'à contrainte égale, il y en a qui s'en sortent mieux que d'autres. Donc, allons chercher et étudier les expériences de ceux qui semblent avoir mieux réussi que nous, sous réserve que les observations objectives confirment que c'est bien le cas. Parce que parfois, dans un premier temps, on a un champ de victoire un peu prématurément. Bon. Il y a le court terme et le moyen terme. Donc, ça s'inscrit dans une démarche, effectivement, d'échange avec les pays voisins, là où il y a des gros enjeux. Et effectivement, l'éducation, c'est un des gros enjeux pour nous, notamment dans les constats que l'on peut faire d'une décadence qui s'amorce. C'est souvent qu'on a loupé l'éducation, notamment l'éducation des citoyens. Il n'y a pas que des professionnels à former, il y a aussi des citoyens à former pour être capable d'échanger sans violence et sans s'affronter. Bon. Il faut viser la jeunesse, hein. De toute façon, c'est elle qu'il faut aider à construire. Oui, en s'appuyant, en pratiquant l'intergénérationnel et en s'appuyant sur les capacités d'échange et de confrontation que nous avons. C'est pour ça qu'il est un peu dommage qu'on n'ait pas de jeunes avec nous. Ils sont à Nancy, ils sont pas sur Metz, mais on pourrait leur montrer comment on est capable, avec des idées différentes, d'échanger positivement et de s'écouter mutuellement et de construire ensemble.